Jean-Louis Bourlange, bonjour. Bonjour. Après cet exposé, revenons à la réalité qui est plus inquiétante, hélas, et moins drôle. Partir était la meilleure décision, a répété Joe Biden cette nuit. Est-ce que le départ humiliant des Américains aura un impact géopolitique profond ? Écoutez, partir, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'ils étaient dans une impasse totale depuis de longues années. Et que c'est pas la première. Ça fait quand même la troisième expédition militaire importante, durable. Celle-là a été la plus longue, peut-être la plus coûteuse, de 1000 milliards, dans laquelle ils échouent. Il y a eu le Vietnam, et ça occupe les 40 dernières années de la politique américaine. Il y a eu le Vietnam, il y a eu l'Irak, ça n'a pas été brillant. D'abord, l'Irak était une guerre inutile, parce que Saddam Hussein n'était pas du tout à l'origine de la destruction des Twin Towers, c'était autre chose. Donc on a mis au pouvoir des amis des Libanais, des Iraniens, pardon. C'est donc étrange. Et cette affaire d'Afghanistan. Votre confrère Renaud Girard a quelque chose de juste. Il dit on avait commencé par faire l'opération qu'il fallait faire, c'est-à-dire la liquidation des talibans, parce que c'était, comme ça vient d'être dit très brillamment, c'était le foyer l'écrin de Ben Laden. Et puis après, on a essayé de faire ce qui ne marche pas, une reconstruction. Et alors là, ce qui est effrayant, ce sont les conditions. Un manque absolu de solidarité vis-à-vis des populations qu'on a mis dans cette affaire, vis-à-vis des alliés. C'est quand même une expédition de l'OTAN. Où avons-nous été consultés ? Donc on a une espèce de doute sur la volonté des États-Unis quand ils s'engagent, c'est America is back, etc. Tout le numéro très, très, très réconfortant pour nous après Trump de Biden. On se dit à un moment, ça s'arrête comme ça, on ne sait pas pourquoi. Deuxièmement, techniquement, c'est quand même un échec impressionnant. C'est la première puissance militaire du monde. Il y a une vertigineuse impuissance de l'armée face à quelques milliers de guerriers qui étaient dans l'accoutrement et qui vient d'être donné avec les barbes et les turbans. Et maintenant et en plus, nos principes fondamentaux, ils sont quand même aimables, nos principes. Le respect, l'égalité homme-femme, le respect du droit, les libertés, etc. Tout ça, paf. Donc on est dans une situation où l'Occident, pas seulement l'Amérique, l'Occident est comme suspendu au-dessus de son propre vide. Est-ce qu'on peut croire encore que les talibans vont laisser sortir les derniers Afghans qu'on veut récupérer à travers un corridor humanitaire ? Est-ce qu'on peut faire confiance au Qatar pour gérer nos intérêts ? Non, je crois que on ne peut pas ni croire ni faire confiance. Enfin, le Qatar fait ce qu'il croit pouvoir faire, ce qu'il croit devoir faire. Mais les talibans sont malins. Ils ont compris que l'horreur de leur communication et de leurs pratiques antérieures n'était pas acceptable. Que s'ils voulaient s'insérer dans l'Afghanistan d'aujourd'hui, il fallait qu'ils mettent un peu de la communication dans leur vin, si je puis dire. Je dis pas de l'eau. La communication dans leur vin. Mais il est évident que le discours social, culturel, religieux est absolument le même. C'est un islamisme absolument intégriste qui est totalement liberticide et totalement, comme on dit maintenant, féminicide. Et est-ce qu'il va être le foyer d'un nouveau terrorisme expédié, exporté vers l'Occident, ou est-ce que de ce côté-là, on peut être plus tranquille ? Écoutez, je crois qu'on ne peut jamais être tranquille, en tout cas. Ça, la tranquillité, c'est quelque chose, c'est un mot qu'il faut oublier. Mais il semble bien... moi, j'avais eu l'impression dans les dernières années qu'il y avait évidemment deux groupes distincts, Daesh et Al-Qaïda, mais qu'il y avait des articulations dialectiques. Il semble bien, apparaît très clairement au cours des derniers jours, que Daesh et les talibans sont à couteau tiré. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça ne veut pas dire, c'est quand même un État qui va être une base arrière dans laquelle un certain nombre de gens seront à l'aise. Daesh cherche un sanctuaire depuis qu'il a été éliminé d'Irak. Il a des points de fixation au Sahel. Il va avoir quand même la tentation de s'installer dans un Afghanistan qui sera de toute manière complètement éclaté. Ça va pas marcher. Les talibans, ce qui est clair, c'est quelques milliers de personnes. Ils vont contrôler par la violence, forcément. Les grandes villes. Un certain nombre de choses, mais ce pluralisme tribal de la société afghane,
il n'a pas fini d'exister. Vous étiez en Irak avec le président Oui. Macron. On peut jouer un rôle là-bas, on a une place, on a une carte. Oui, je crois que le président a eu raison d'y aller. Je pense qu'il a eu raison, et c'est tombé, c'était pas prévu pour, évidemment, de faire ce voyage au moment où les Américains se retiraient dans ces conditions aussi brutales d'Afghanistan. Mais je crois qu'il était très important de montrer que la France, un pays européen, etc., estimait qu'il ne se désengageait pas de la zone. Le Moyen-Orient, on a des choses à faire. Le mot d'ordre qui a été celui du président, ni indifférence, ni ingérence, c'était le bon. C'est-à-dire que si vous voulez de nous, on est prêt à vous aider, à vous développer, à lutter contre Daesh, à améliorer votre démocratie. Si vous ne voulez pas de nous, on n'a pas de raison de s'imposer à vous. Et c'est bien reçu par nos amis irakiens. C'est aussi le discours tenu avec les Iraniens, dont le nouveau pouvoir, le nouveau président Raïssi est plutôt très très dur. Est-ce qu'on ne va pas se fâcher avec l'Arabie Saoudite, avec Israël, en choisissant de dialoguer avec cet Iran-là? Écoutez, là, la conférence régionale, elle avait qu'à un peu porté Macron sur les fonds baptismaux, si j'ose dire, parce que les fonds baptismaux, c'est pas tout à fait la référence religieuse. Non, mais on comprend l'image. C'était quand même quelque chose où il y avait les Séoudiens et les Iraniens. C'était quand même, c'est ça la clé de cette conférence. Et ce que les Français disent, c'est, écoutez, maintenant le Moyen-Orient, toute cette partie de l'Asie, c'est à vous. Ne n'êtes pas l'objet, ne n'êtes plus tiraillé par les pays de la guerre froide, c'est à vous, mais essayez de vous entendre, essayez de voir. Et il y a eu quand même un dialogue entre un Iranien et un Séoudien. C'est un petit pas. Mais c'est pas inutile. Du côté de la politique intérieure française, est-ce que vous êtes intéressé par ce qui se passe à droite, cette compétition qui s'esquisse avec Valérie Pécresse qui revient sur les talons de Xavier Bertrand? Vous trouvez que c'est une reconstruction positive? Écoutez, je pense que c'est normal qu'il y ait un candidat de ce côté-là. Le problème de LR, il n'est pas du tout résolu. Il y a le problème procédural, le départage, etc. Comme il n'y a plus de parti en France, il faut partir de cette idée qu'il n'y a plus de vrai parti en France qui engage des masses. Il y a des individus, il y a des élus, il y a des notables, il y a un président de la République, mais il n'y a plus de parti, comme il y avait un parti socialiste, un parti communiste, un parti gaulliste ou une UDF, ça n'existe plus. Mais LR aura un candidat. Donc oui, mais alors effectivement, il faut qu'il y a quand même des sensibilités. Mais le problème de LR, c'est qu'ils sont quand même profondément coupés. Est-ce que Valérie Pécresse, qui est une personne de grande qualité, est-ce qu'elle a un discours autonome par rapport à celui du président de la République? Non. Ce qu'elle dit d'ailleurs, c'est « je ferai mieux que lui ». Il est usé, il a fait son temps. Mais en réalité, elle n'est en aucune façon en rupture avec l'héritage que je qualifierais de libéral, de solidaire, de démocratique, d'européen, qui est celui d'Emmanuel Macron. Alors, à côté de ça, vous avez une pression plus forte sur laquelle sur laquelle s'appuie Bertrand, qui est un réflexe plus autoritaire, plus populaire, plus national, plus conforme à un certain ADN gaulliste, d'autorité, pasquoyen, etc., ou gaulliste, qui est d'autorité. Ça existe, mais comment vont-ils arbitrer? Comment peuvent-ils? Est-ce que, moi, je considère qu'au jour d'aujourd'hui, face à une gauche qui est complètement éclatée et perdue dans des thèmes, le wokisme, etc., tout à fait, ou un écologisme de magicien, pas un véritable écologisme rationnel, je crois que face à cette gauche qui vraiment est disqualifiée, me semble-t-il, il reste une grande force pour ce qui a été ma famille depuis toujours, c'est-à-dire cet héritage libéral, social, européen qu'incarne Macron et dont, quoi qu'elle le dise, Valérie Pécresse n'est que un sous-produit, si je puis dire. Et le centrisme, le modem, tout ça, c'est maintenant dissous dans le macronisme? Non, je crois qu'on peut pas dire ça. Nous sommes assez porteurs au modem d'une sensibilité, d'une vraie sensibilité du centre. Le macronisme, c'est compliqué. C'est à la fois du libéralisme, et en même temps une touche de populisme, un peu de bonapartisme, un peu de centrisme, etc. Et vous faites la sauce, nous assumons vraiment l'héritage. On est pour une démocratie plus parlementaire, on est pour une démocratie très nettement sociale, on est pour une démocratie moins individualiste. Tout ça, c'est un héritage un peu démocrate-chrétien d'ailleurs, et nous l'assumons. Mais on va évidemment l'assumer derrière Emmanuel Macron. Nous sommes dans un monde où c'est les candidats qui font les partis et pas les partis qui font les candidats. Le président de la République va passer 2 jours à Marseille. Est-ce que les milliards peuvent sortir Marseille de l'ornière où cette ville est tombée?
Écoutez, je crois que Marseille est la métaphore de toutes nos contradictions, de tous nos problèmes, de toutes nos difficultés. Moi, je pense que le grand projet pour le président de la République dans les mois qui viennent, c'est d'offrir effectivement aux Français une perspective. Moi, je crois que ça passe par l'éducation, ça passe par l'intégration des quartiers, ça passe par le renforcement, la lutte contre l'inégalité, le retour de l'ascenseur social, l'affirmation d'universités plus autonomes, le développement de la recherche scientifique, le développement de la formation. C'est comme ça qu'on peut intégrer une société. Et Marseille est dans le jeu et pas à part du jeu. Jean-Louis Bourlange, merci, bonne journée.